Cette image du maréchal Lyautey, commissaire général de l'exposition coloniale, représente parfaitement l'esprit de cette exposition. À cette époque, la France est au centre d'un grand empire. Elle dispose d'une armée puissante, composée de soldats de tous les continents. Avec l'exposition coloniale, le maréchal Lyautey se présente comme un chef, celui qui a pacifié le Maroc et qui est maintenant digne d'un destin national. L'exposition coloniale, c'était Disneyland avant la lettre. Quand le visiteur arrivait, il entrait par la grande avenue des colonies qui avait été conçue comme une perspective montante, comme au cinéma, avec au début des petits pavillons, Somalie, Guyane, Martinique. Et ensuite, il était attiré vers les deux énormes masses, l'une grise, l'autre rouge, qui étaient l'une à côté de l'autre, le temple d'Angkor et le pavillon de l'Afrique occidentale française. Alors évidemment, on s'intéressait beaucoup au temple d'Angkor, parce que d'abord, il était immense, plus grand que le Sacré-Cœur, et évidemment, on le considérait comme le clou de l'exposition coloniale. Voici le temple bouddhiste de Vincennes. Mais à l'époque de l'exposition, c'était le pavillon du Togo et du Cameroun. Et tout près, il y avait les villages indigènes. Les villages indigènes, c'était des décors dans lesquels évoluaient des figurants recrutés dans les colonies et qui étaient censés mener une vie quotidienne, évidemment primitive, sous les yeux des visiteurs. En réalité, tout était truqué. Lorsqu'ils quittaient le soir ces villages, ils rentraient dormir dans des lieux beaucoup plus confortables, ils remettaient des vêtements à l'européenne et certains révisaient pour passer leur bac. Le lion, ça ne peut pas te faire peur, c'est plus doux que le percepteur. L'éléphant, c'est un peu gros, mais ça sert moins que le métro. Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies? Là-bas, c'est la belle vie, mais reste-y longtemps. On est ici au cœur de ce qui reste de l'exposition coloniale, le zoo, créé par Lyautey en même temps que l'exposition coloniale en 1931, pour donner toute sa dimension à la reconstitution de l'empire colonial français. Il fallait le monde animalier à côté du monde des humains et des monuments reconstitués. Mais en même temps, implanter un zoo, en plus de cette dimension-là, il n'y en avait pas à Paris à l'époque, au moment de l'exposition coloniale, c'est tenir un discours. Cette proximité entre homme et animal rappelait d'une certaine manière que ces indigènes étaient beaucoup plus proches du monde animal que du monde de l'humanité, le nôtre. Les figurants, je ne pense pas qu'ils soient venus tout à fait de leur plein gré. En clair, les gens sur place aux colonies n'avaient pas de droits, ce n'étaient pas des citoyens. Ils avaient des devoirs. Et l'un des devoirs, c'était le devoir d'obéissance. Par conséquent, lorsqu'il était demandé à quelqu'un de faire quelque chose, il lui appartenait d'obéir, sans quoi il tombait sous le coup de la loi. Et donc il était passible de la prison. D'autres enfants, on leur avait promis de l'argent à la fin de l'exposition. Et donc c'était un rôle à jouer et ils acceptaient de le faire puisqu'il n'y avait pas d'autre solution que celle-là. Pour mieux comprendre ce que l'exposition coloniale voulait faire croire aux visiteurs, il faut imaginer les fêtes qu'on y organisait. On est au bord du lac de Ménil, où avaient lieu tous les soirs les célèbres spectacles d'eau, de son et lumière, auxquels venaient assister les visiteurs de l'exposition ou un public convié pour telle ou telle occasion particulière. C'est le côté festif de l'exposition. Là, on est plutôt dans la grandeur et la gloriole coloniale. Le soir, on se fait plaisir, au cœur de cet empire reconstitué. Bien sûr, à ce moment-là, les indigènes sont plus présents. Soit ils sont repartis dans leur caserne, soit dans leur baraquement, on n'a plus besoin d'eux. Carnaval ce soir, blanchit les idées noires. Y a bon, c'est le refrain des grillons. L'image de l'indigène à l'époque est quelque chose de très complexe. C'est un mélange de plein de strates différentes. Je crois qu'on peut prendre comme extrême intéressant l'image de Yamon Banania, qui est une image de positive dans l'absolu. On est passé du bon sauvage au bon noir, au noir souriant. Mais en même temps, c'est une image de mépris.
ce beau noir, ce riant reste un grand enfant, que la France doit emmener aux Lumières. Car tout le rapport colonial est un rapport de domination. Il y a un dominant, il y a un dominé. Et l'exposition coloniale le montre bien. Reconstituer la vie, les paysages, le monde animalier et l'autre comme acteur en un même lieu, c'est bien démontrer sa domination sur l'autre. C'est le parquer, le situer dans un espace et tenir un discours sur lui sans qu'il ait la parole. Il est tout seul. La supériorité de la France doit être tellement éclatante qu'au sein même de l'exposition, le maréchal Lyautey organise des cours d'alphabétisation. Marine, marine, cageux, cageux. Tout dans l'exposition est orchestré comme au théâtre. Rien de choquant ne doit perturber le regard du Candide. Le maréchal Lyautey interdit formellement les pousse-pousse chinois et les indigènes nus. Néanmoins, il tolère une attraction très spéciale. L'association des anciens coloniaux était partie chercher une 50aine de Kanaks en Nouvelle-Calédonie. Ils se sont retrouvés au bois de Boulogne et on leur a demandé de jouer aux cannibales pour les visiteurs. En dehors de l'expo, bien entendu, pour ne pas perturber le côté parfait du discours colonial tenu par Lyautey et la République, mais quand même pas très loin, et en même temps. Pourtant, c'était des gens qui travaillaient dans des bureaux en Nouvelle-Calédonie à Nouméa, c'était des gens lettrés, qui savaient lire et écrire, qui eux-mêmes étaient un peu surpris par cette mise en scène. Et en fait, les visiteurs ne se sont même pas posé la question si les gens qu'ils avaient face à eux n'étaient pas simplement des gens comme eux, puisqu'on les présentait comme des cannibales, mangeant de la viande rouge tous les jours, de 6h à 7h, comme attraction principale de la journée. Les organisateurs ont voulu prouver que les colonies étaient une bonne affaire pour la France. En réalité, c'était une bonne affaire, certes, mais pour ceux qui ont profité du commerce colonial. Cette fresque, c'était un concentré de ce qu'on voulait que l'idée coloniale soit dans la tête des Français du point de vue économique. C'est-à-dire qu'on voulait montrer toutes les matières premières que l'Empire pouvait apporter à la métropole. Et bien qu'en 1931 on ne soit pas encore vraiment en crise en France, on en parlait déjà beaucoup et l'Empire apparaissait comme un secours très important. C'est vrai qu'on voulait faire la fête. On a eu la fête puisqu'il y a eu énormément de visiteurs. Mais dans le fond, ça a été une grosse tromperie dont on s'est réveillé douloureusement. Les Africains qui sont venus jouer ce jeu n'y ont pas vraiment compris quelque chose et finalement n'étaient pas plus contents qu'avant. Au contraire, ils vont être de plus en plus mécontents jusqu'à demander l'indépendance. Je crois que la plus grande tristesse peut-être, c'est pour le Français moyen, à qui on a fait croire que tout allait bien outre-mer, il n'y avait pas de problème, et qui va se réveiller en constatant que l'empire qu'on avait célébré avec tant de faste, eh bien c'était une sorte de grande illusion qui va cesser d'exister très rapidement. Lors d'un congrès, le maréchal dira en aparté « Je suis souvent hanté par cette question. Cette exposition est-elle un testament ou un point de départ ?»